D'après mon cours précédent, vous préférez que je parle plus vite. Bon, j'ai bien compris le message. Je vais essayer de faire un effort. Nous allons travailler sur les biotechnologies et sur la création variétale. Création variétale, c'est-à-dire création d'une nouvelle variété végétale. Nous sommes toujours dans le chapitre La domestication des plantes, en cours de terminale spécialité SVT. Donc je vous ai dit biotechnologie et la création variétale. Nous avons vu dans le cours précédent que la technique d'hybridation, vous vous souvenez, la technique d'hybridation, allez voir le cours précédent si vous avez oublié. Donc cette technique d'hybridation, c'était une première façon qui permettait de créer une nouvelle variété végétale. Voyons maintenant deux autres façons issues des biotechnologies. D'abord la transgénèse, que nous en avons déjà parlé dans des cours précédents, notamment en cours de seconde. Donc voyons maintenant deux autres façons issues des biotechnologies. La transgénèse d'abord, d'une part, et l'édition de gènes, d'autre part. Elles permettent, ces deux autres façons issues des biotechnologies, d'obtenir de nouvelles variétés végétales que l'on va appeler PGM, c'est-à-dire des plantes génétiquement modifiées. Aujourd'hui, de nombreuses techniques favorisent la création de plus en plus rapide de nouvelles variétés végétales, par hybridation, comme nous avons vu le cours précédent, ou bien par l'utilisation des biotechnologies, comme nous allons voir aujourd'hui à travers deux exemples. La production de semences commerciales est devenue une activité spécialisée. Donc si ça vous intéresse comme métier, il faut y réfléchir, évidemment. Donc comme exemple d'utilisation de biotechnologie pour créer de nouvelles variétés, nous prendrons la transgénèse et l'édition génomique. Oh, je vais être choumé. Pardon. Donc là, vous avez un bon exemple où on se met dans le coude. Aujourd'hui, notre cours doit permettre de compléter les connaissances sur les processus de création variétale, création de nouvelles espèces de plantes. La première technique présentée va être celle de la transgénèse, qui est à l'origine des PGM, c'est-à-dire des plantes génétiquement modifiées, et dont la mise au point a été à l'origine de nombreuses controverses impliquant la société civile. Controverses qui ont conduit à des moratoires au sein de l'Union européenne. Près de 20 ans plus tard, les PGM n'ont probablement pas tenu toutes leurs promesses, mais n'ont pas non plus totalement confirmé les craintes de la société civile. Cette unité conduit aussi à explorer une nouvelle technique que l'on appelle l'édition de gènes, qui est rendue possible grâce à la découverte d'un complexe enzymatique CRISP-Cas9. Alors, CRISP pour CRISP, et Cas9, je dis Cas9, mais en fait c'est CAS9. Je vais dire Cas ou Cas9. Bon. Donc CRISP-Cas9 est un complexe enzymatique. Donc cette nouvelle technique permet de s'interroger sur l'intérêt de cette découverte et de questionner le fait que cette technique constitue une nouvelle manière de produire des PGM. PGM, vous vous souvenez, plantes génétiquement modifiées. Essayons de dégager une problématique. Nous travaillons sur les biotechnologies et sur la création variétale. Donc nous allons voir deux nouvelles façons de créer de nouvelles espèces végétales en parallèle à ce que l'on a étudié la fois dernière sur l'hybridation de certains végétaux. Depuis le début du XXe siècle, les connaissances en biologie cellulaire et en génétique
associés au progrès technologique, ont permis de développer de nouvelles techniques de création variétale plus puissantes et plus rapides. Nous pouvons nous poser la problématique suivante: quelles applications des biotechnologies permettent la création de nouvelles variétés végétales? Nous allons voir dans un premier temps, premier document, donc la production de variétés à l'aide des techniques de transgénèse, puis nous verrons ensuite le cas de CRISPR-Cas9, qui sont des ciseaux moléculaires au service de la création de nouvelles variétés végétales. Premier document, donc la production de variétés à l'aide de techniques que l'on appelle la transgénèse. Transgénèse, globalement, il s'agit de prendre un gène et de le transférer ailleurs, soit dans la même espèce, soit dans une autre espèce, d'où le terme de transgénèse. On transporte, on transmet un gène d'un endroit à un autre. Et contrairement à la sélection variétale classique, les techniques de transgénèse développées à partir des années 1970 permettent de s'affranchir des barrières entre espèces. Il s'agit d'introduire dans des plantes cibles des séquences d'ADN codant pour un gène d'intérêt. Ces séquences peuvent provenir de tout type d'organisme en vertu de l'universalité du code génétique. La commercialisation des plantes génétiquement modifiées, que l'on appelle PGM, a débuté en 1996 et en 2019, ces cultures concernent 11,3% des surfaces cultivées mondialement. Les principales espèces concernées sont le soja, le coton, le colza, le maïs grain. Alors, vous pouvez vous amuser sur Internet à chercher des images montrant des variétés de maïs une variété de maïs transgénique résistante à un herbicide, le glyphosate. Celui-ci a été appliqué sur la culture, détruisant toutes les plantes sauf le maïs. Ça demande à réfléchir. Vous imaginez, vous avez un terrain, vous semez du maïs, et il y a des plantes autour, sur le terrain, ou alors il n'y en a pas s'il y a eu un labour et que le maïs a été semé. Mais il arrive un moment où, en théorie, au printemps, par exemple, au mois de mai, imaginons au mois de mai, toutes les plantes vont pousser. Bon, bien que le maïs soit planté avant, mais imaginons que le maïs se lève au printemps en même temps que plein de plantes qui vont se mettre à pousser parce qu'il fait beau. Eh bien, si vous appliquez du glyphosate sur le terrain, toutes les plantes vont mourir, sauf le maïs, parce que cette variété de maïs transgénique est résistante à cet herbicide qui est le glyphosate. Donc ça demande à réfléchir, parce que ce glyphosate qui a été introduit par terre, bon, il a été absorbé par les plantes qui sont sensibles et qui meurent, mais le terrain lui-même, du coup, il est plein de glyphosate. Donc ça veut dire que dans le maïs, pousse aussi, puisque les racines puisent dans le sol l'eau et les sels minéraux et tout ce qu'il y a autour, ça veut dire que les racines puisent aussi du glyphosate. C'est pour ça que je vous disais, ça demande à réfléchir. Je ne donne pas mon avis, mais simplement réfléchir. Donc vous pouvez également vous amuser à trouver des exemples de gènes d'intérêt utilisés en création variétale. Donc je vous donne un exemple, introduction d'un gène, on va voir l'espèce receveuse, les effets attendus et les limites connues à ce jour. Alors, premièrement, introduction d'un gène bactérien permettant de produire une molécule toxique pour les insectes. Donc vous imaginez, vous introduisez un gène bactérien, donc dans une bactérie,
Et ce gène va permettre de produire une molécule toxique pour les insectes. Et l'espèce receveuse, c'est le maïs, le coton, le tabac, la tomate, la pomme de terre. Donc ça veut dire que concernant les effets attendus, vous avez une diminution des épandages d'insecticides, puisque la plante contient maintenant une bactérie qui permet de produire une molécule toxique pour les insectes. Donc il n'y a pas besoin de mettre d'insecticide entre guillemets sur le terrain, puisque c'est la plante elle-même qui produit une molécule toxique qui est dans la plante et que nous allons consommer également, notamment le maïs, le coton, le tabac, la tomate, la pomme de terre. Donc ce sont des espèces receveuses. Et donc, diminution des épandages d'insecticides évidemment, puisque la plante produit la molécule toxique. Donc ça veut dire que eh bien, dans cette pomme de terre, etc., que vous mangez, certaines dans lesquelles on a introduit le gène bactérien qui produit la toxine, eh bien, ça veut dire que nous, indirectement, on mange aussi ces choses-là. Donc, je vous laisse y réfléchir, je ne vous donne pas mon avis. Quelles sont les limites connues à ce jour de cette façon? C'est l'apparition de résistance chez les insectes et impact négatif sur les populations d'insectes non ravageurs. Donc, ça veut dire qu'on introduit une bactérie qui est capable de produire une molécule toxique à partir d'un gène que l'on a introduit, un gène soi-disant d'intérêt, mais ça veut dire que la plante est capable de résister à certains insectes, mais des résistances s'instaurent. Donc ça veut dire que la plante contient bien ou est capable de produire des molécules toxiques contre les insectes, mais comme il y a des résistances, ça veut dire que ça ne sert à rien en fait, s'il y a des résistances. Et l'impact est négatif sur les populations d'insectes non ravageurs, ça veut dire que la plante produit des molécules toxiques, mais certains autres ravageurs, enfin non ravageurs plutôt, sont aussi impactés. Donc vous voyez, ça demande à réfléchir. Bon, vous devinez mon point de vue, mais je ne vous le dis pas. Et introduction, deuxième cas possible, introduction d'un gène permettant la résistance à des herbicides. C'est le cas du glyphosate ou du glufosinate. Donc, introduction d'un gène bactérien permettant de résister à des herbicides, par exemple le glyphosate. Les espèces receveuses sont les betteraves, coton, maïs, soja, pommes de terre. Et les effets attendus sont diminution du travail du sol destiné au désherbage. Évidemment, il n'y a pas besoin de mettre d'insecticides ou d'herbicides, admettons, puisque c'est la plante qui produit elle-même et qui est elle-même résistante à l'herbicide. Donc, on a bien introduit un gène bactérien permettant la résistance à l'herbicide, le glyphosate, admettons. Donc, voilà, je vous laisse y réfléchir. Alors, bien sûr, il y a une diminution du travail du sol destiné au désherbage, mais en revanche, il y a, comme limite connue, l'augmentation de l'épandage de ces herbicides et apparition de plantes résistantes. Donc, augmentation de l'épandage de ces herbicides, ça veut dire on met des herbicides, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, on a un terrain, on sème des graines par exemple de maïs, on met de l'herbicide. Et lorsque les plantes vont germer, lorsque toutes les plantes vont germer, celles qui sont sensibles au glyphosate vont mourir. Et par exemple, les plants de maïs qui résistent, eux, ne vont pas mourir, mais vont pousser, mais ont absorbé par les racines, via les feuilles, etc., eh bien, ce glyphosate. Donc vous voyez, il y a deux cas différents. Introduction d'un gène bactérien qui permet, au travers de la plante, de produire une molécule toxique pour lutter, par exemple, contre des insectes. Donc, il n'y a pas d'épandage, là, c'est simplement la plante elle-même qui est capable de produire quelque chose de toxique contre certains insectes. Par exemple, je pense à la pyrale du maïs, admettons.
Ou alors, deuxième cas, introduction d'un gène de résistance à un herbicide. Ça veut dire qu'on épand, on met l'herbicide dans le champ et la plante est insensible à l'herbicide. Donc ça pousse. Donc voilà, vous voyez un petit peu le problème, c'est que si on regarde les étapes de la production du maïs génétiquement modifié, qui est capable de résister à un herbicide, admettons, premièrement, il faut identifier un gène d'intérêt chez un organisme donneur, bactérie, par exemple Bacillus thuringiensis. Alors, thuringiensis, on a, par exemple, de l'ADN, évidemment, dans la bactérie, ADN circulaire, admettons sous forme de plasmide, et on a un gène permettant de produire une substance toxique pour les insectes. Donc ça veut dire que cette bactérie, dans son plasmide, possède ce gène. Et puis, dans une deuxième étape, on va isoler et multiplier le gène d'intérêt à partir de ce plasmide qui contient le gène qui est capable de produire une toxine. Donc on a bien des fragments d'ADN dans lesquels le gène a été inséré. Donc des plasmides, on va dire. Et troisième étape, ce sera transférer le gène d'intérêt chez un organisme receveur. Donc il n'est pas une bactérie. Ça veut dire là on prend bien un gène d'une bactérie pour le transférer, pour l'isoler, le multiplier et le transférer dans un autre organisme. Notamment la plante, le maïs, admettons. Donc on a bien une transgénèse, un transfert de gènes. Ensuite, il faut, dans une quatrième étape, sélectionner les cellules transformées, et puis dans une cinquième étape, régénérer l'organisme modifié, c'est-à-dire la plante elle-même, et puis produire ensuite, dans une sixième étape, l'organisme génétiquement modifié, c'est-à-dire des plants de maïs qui seront résistants par exemple à la pyrale du maïs. Donc il est un papillon. Papillon, mais chenille. Donc il va manger le maïs, mais si la plante est résistante, eh bien ça veut dire que le papillon va mourir. Sa chenille aussi. Donc on aura des beaux plants de maïs génétiquement modifiés. Bon, vous voyez, donc ça demande à réfléchir, mais bon. Voilà pour les étapes de la production d'un maïs génétiquement modifié. Donc produire une nouvelle variété génétiquement modifiée nécessite généralement une dizaine d'années. Une technique consiste à utiliser une bactérie du sol naturellement capable d'introduire des fragments d'ADN dans les cellules végétales. Le gène d'intérêt peut aussi être collé à des billes microscopiques qui sont projetées sur les cellules cibles. On parle de canon à billes. Un champ électrique ou un agent chimique peuvent aussi être utilisés. Le transfert de gènes et la régénération d'une plante entière sont les étapes les plus délicates de la transgénèse. La variété à modifier est donc choisie pour augmenter le taux de réussite de ces deux étapes, indépendamment de ses autres qualités. Pour retrouver l'ensemble des qualités recherchées, il est donc nécessaire de recourir à des croisements entre la plante transgénique et des variétés commerciales sur plusieurs générations. Bon, j'espère que ce premier document concernant la production de variétés à l'aide de techniques de transgénèse, j'espère que ce document vous permet de réfléchir. Et avant de passer au document numéro 2, donc précisons quelques petites choses. On a donc pu dresser un panorama succinct de l'importance des PGM, plantes génétiquement modifiées, et de ses effets. La technique appliquée à la création de PGM est schématisée, on l'a schématisée pour rendre compte de la succession des étapes. C'est donc un processus complexe dont le taux d'échec est relativement important. Plus encore que la production de semences industrielles, il nécessite de mobiliser d'importants moyens financiers, des compétences de haut niveau scientifique et technique qui contribuent à la forte spécialisation de la filière de production des semences. Voyons maintenant le document numéro 2, correspondant à CRISPR,
Cas9 des ciseaux moléculaires au service de la création de nouvelles variétés. En 2012, deux chercheuses, Jennifer Doudna et Emmanuelle Charpentier, publient des résultats obtenus sur la création de nouveaux allèles dans une cellule grâce à un complexe moléculaire associant un brin d'ARN et une enzyme Cas9, CAS9, capable de découper l'ADN. Ce complexe baptisé CRISPR-Cas9 est très polyvalent, c'est-à-dire que, introduit dans une cellule hôte, il permet d'inactiver des gènes cibles, ou bien de créer de nouveaux allèles, donc modification ou édition de gènes, ou bien d'insérer, troisième cas, de nouveaux gènes. Il est maintenant utilisé dans de nombreux domaines, dont celui de l'amélioration des plantes à l'origine de nouvelles variétés aux propriétés intéressantes, c'est-à-dire résistance à des maladies fongiques, chez le blé tendre, fongique, donc champignon, chez le blé tendre par inactivation d'un gène, ou bien insertion de gènes favorisant le rendement dans des variétés de tomates sauvages choisies pour leur résistance aux maladies. Alors, CRISPR-Cas9 est un système polyvalent. Essayons de le décrire un petit peu. Nous avons donc un ADN à éditer. Il y a bien évidemment une séquence à modifier et on a bien donc cette protéine Cas9. Donc cette protéine Cas9, et puis c'est une enzyme en fait. Donc on a bien un ARN construit pour cibler une séquence d'ADN, on a une séquence complémentaire de l'ADN ciblé, et alors on peut avoir plusieurs cas. Donc on a bien, pensez bien qu'on a bien la protéine Cas9 et l'ADN à éditer. Dans cet ADN à éditer, on a bien une séquence à modifier, et cette séquence à modifier contient une séquence complémentaire de l'ADN ciblé contenue dans un ARN qui est guide et qui est construit pour cibler une séquence d'ADN. Vous avez compris que, je répète peut-être, qu'on a la protéine Cas9, puis on a le système enzymatique, donc on a un système enzymatique, la protéine Cas9, et puis on a bien, en parallèle, introduit un ARN guide construit pour cibler une séquence ADN, qui contient une séquence complémentaire de l'ADN ciblé, correspondant à la séquence à modifier. Et ceci dans l'ADN à modifier, à éditer. Voilà. Et on a bien donc trois cas possibles. On a coupure par la protéine Cas9, on obtient donc, on a un ADN, donc on a une coupure, on enlève une petite partie possible, ça veut dire qu'on va inactiver un gène en supprimant une partie de l'ADN à l'endroit voulu. Donc ça c'est la première possibilité. Je répète que le gène sera inactivé si l'on supprime une petite partie du gène qui est gênante. Ensuite, deuxième action possible, c'est création d'un nouvel allèle, donc une séquence modifiée, que l'on va introduire, donc insérer à l'endroit voulu dans l'ADN. Donc ça veut dire qu'on a de l'ADN, on enlève une partie et on recolle une partie correspondant à un nouvel allèle donc c'est une séquence modifiée, nouvel allèle, que l'on insère à un endroit voulu. Et troisième possibilité, au lieu que ce soit un allèle, c'est la même chose, mais c'est un gène. Ça veut dire qu'on a notre ADN, on coupe ce qui est au milieu et on insère un nouveau gène. Donc ça veut dire que notre ADN contient inséré un nouveau gène à l'endroit voulu. Donc ça, ce sont les trois cas possibles d'utilisation de CRISPR-Cas9, donc ce système polyvalent. Alors, on prend un exemple de Physalis pruinosa, qui est une espèce apparentée à la tomate, qui est considérée comme étant semi-domestiquée. Ces fruits sont petits, 2 cm de diamètre, et ils tombent sur le sol. La plante a tendance à s'étaler en se développant, nécessitant de conserver une distance minimale d'1 mètre entre les individus et ne facilitant pas la récolte des fruits. En s'appuyant sur la carte génétique de la tomate,
une équipe de chercheurs américains a utilisé CRISPR-Cas9 pour modifier différents gènes chez Physalis de manière à améliorer ses caractéristiques. En 2 ans, ils ont obtenu les résultats que je vais vous donner globalement. C'est que l'utilisation de CRISPR-Cas9 pour poursuivre la domestication d'une variété a montré chez cette espèce qu'il y avait par exemple une forme sauvage où il y avait un porc très buissonnant. Et la forme modifiée montrant au contraire que ce porc était plutôt tassé vers le pied. Et ça veut dire que la plante était beaucoup moins étalée autour d'elle. Voilà. Concernant la forme sauvage des tomates, forme sauvage, il y avait beaucoup de tomates qui sont petites. Et la forme modifiée produisait des tomates plus grosses. Voilà, donc c'est un exemple tout simple. Bon, voilà. Donc si on résume un petit peu les choses, c'est que ce document nous a permis de dresser les perspectives du transfert au domaine agronomique d'une technique utilisant le système CRISPR-Cas9. Ce document donc à travers ce document, donc on a vu un schéma, on a expliqué un schéma, et puis on a expliqué un schéma qui permettait d'identifier les grands principes du système pour en percevoir la versatilité. En effet, il pouvait y avoir 3 effets selon le choix des expérimentateurs. Mais on a mis en valeur aussi le fait que 2 femmes chercheuses, donc Jennifer Doudna et Emmanuelle Charpentier, a été à l'origine de sa mise au point à partir de travaux sur l'immunité bactérienne. Donc nous avons vu en plus un exemple réussi d'utilisation du système pour domestiquer Physalis pruinosa. Il donne le résultat obtenu après 2 années de recherche et de manipulation. Donc résultat qui est à comparer avec le processus de sélection empirique utilisé pendant des millénaires ou même avec le processus de sélection programmée de nouvelles variétés. Alors maintenant, si vous voulez bien, je vous invite à travailler. Je vais vous donner la problématique et vous allez, si vous le souhaitez, répondre à 3 questions. Donc il vous faudra à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure, ça dépend. Donc pour comprendre comment les biotechnologies ont révolutionné la création de nouvelles variétés, donc de variétés végétales, voici 3 questions. Comparer les techniques de transgénèse avec celles utilisant CRISPR-Cas9 ainsi que les résultats obtenus. Premièrement. Deuxième question. Vous allez discuter l'affirmation selon laquelle les variétés obtenues à l'aide de CRISPR-Cas9 sont des plantes génétiquement modifiées au même titre que celles obtenues par transgénèse. Troisième question. Vous allez expliquer pour quelles raisons certains chercheurs estiment que le système CRISPR-Cas9 permet d'accélérer la domestication des plantes. Donc je vous invite à faire une petite pause, à répondre à la question, et voici la correction. Première question, la comparaison entre les techniques de transgénèse et d'édition de gènes, donc les 2 techniques transgénèse et techniques d'édition de gènes. Donc alors je répète, la comparaison entre les 2 techniques de transgénèse et d'édition de gènes permet de mettre en évidence des points communs et des différences entre ces 2 biotechnologies. Il délimite le registre d'utilisation en faveur de CRISPR-Cas9. Donc vous avez pu faire un tableau, vous avez montré que dans le cas de la transgénèse, donc par exemple on utilise un plasmide bactérien, ce cas de transgénèse était peu précis, insertion au hasard dans le génome de la cellule cible, ce qui n'était pas très judicieux, et addition d'une nouvelle propriété qui était résistance à un ravageur ou tolérance à un herbicide. Donc ça c'était pour la transgénèse. On va comparer après. Là je vous donne pour chacune des méthodes, des biotechnologies. Concernant l'édition de gènes,
D'abord, elle n'est pas systématique. Elle n'est pas toujours systématique, je veux dire. Elle peut être appliquée uniquement dans le cas 3, ou bien, quelquefois, donc le complexe enzymatique est seul ou associé à un allèle ou à un gène étranger. Quelquefois, quand je dis quelquefois, c'est pas que quelquefois, parce que quelquefois, il n'est possible d'utiliser que les cas 2 et 3, mais non systématique. Enfin, la technique n'est pas systématique. Ce système est relativement précis et l'action est ciblée sur des séquences précises. Bon, on peut avoir la perte d'une propriété par inactivation d'un gène ou un gain d'une propriété par insertion d'un allèle ou d'un nouveau gène. Maintenant, comparons. Tout à l'heure, je vous ai dit, je vous ai proposé une comparaison. Alors, caractéristiques, transgénèse et édition de gènes, voilà 3 colonnes. Donc, les caractéristiques, colonne de la transgénèse, colonne de l'édition de gènes. Colonne des caractéristiques. La cible, d'abord, c'est l'ADN de la cellule hôte. Transgénèse, édition de gènes, c'est positif dans les deux cas. Insertion d'un gène étranger à la plante hôte, oui pour la transgénèse, et ce n'est pas systématique dans l'édition de gènes, uniquement dans le cas 3. Ensuite, utilisation d'un vecteur associé au gène d'intérêt, c'est le plasmide bactérien dans le cas de la transgénèse, et dans le cas de l'édition de gènes, c'est le complexe enzymatique CRISPR-Cas9 seul ou associé à un allèle ou à un gène étranger. Concernant l'insertion d'une séquence d'ADN d'intérêt dans l'ADN de la cellule hôte, positif pour la transgénèse, possible uniquement dans les cas 2 et 3, mais non systématique dans le cas d'édition de gènes. Précision du système maintenant. Peu précis dans le cas de la transgénèse, insertion au hasard dans le génome de la cellule cible. C'est très gênant ça. Et puis, concernant l'édition de gènes, c'est relativement précis, car l'action est ciblée sur des séquences précises. Ensuite, les résultats obtenus sont, dans le cas de la transgénèse, une addition de nouvelles propriétés, par exemple résistance à un ravageur ou tolérance à un herbicide. Et dans le cas de l'édition de gènes, on peut avoir une perte d'une propriété par inactivation d'un gène ou bien un gain d'une propriété par insertion d'un allèle ou d'un nouveau gène. Concernant les cellules cibles, ce sont les cellules végétales pluripotentes capables de régénérer un organisme complet par culture in vitro. C'est positif dans le cas de la transgénèse et puis c'est implicite dans l'unité. Donc c'est possible aussi dans le cas de l'édition de gènes. Donc voilà pour la première question. Deuxième question. Réponse à la deuxième question. Donc les variétés obtenues par la technologie CRISPR-Cas9 sont-elles des variétés transgéniques ? Le débat a agité les spécialistes de la question pendant plus d'une dizaine d'années. Il existe en effet d'autres systèmes utilisant des endonucléases, cependant, ils sont moins efficaces et plus coûteux que le système CRISPR-Cas9. En 2018, la Cour de justice de l'Union européenne a tranché en les faisant entrer dans la catégorie des PGM et donc en les soumettant à la même législation obligeant toute entreprise à déclarer les modifications génétiques sur ces PGM d'un nouveau genre. Donc là, il s'agissait dans un premier temps de les faire de revenir à la définition de la transgénèse, à celle d'une plante génétiquement modifiée et à s'appuyer sur la comparaison entre les deux biotechnologies. Dans le cas de CRISPR-Cas9, le processus d'inactivation des gènes ou l'insertion d'un allèle de la même espèce ne peuvent pas être assimilés à une transgénèse. Cependant, ils correspondent à une manipulation du vivant et conduisent à une modification de ses caractéristiques génétiques initiales, faisant d'elle une PGM, seul le type de modification est variant. Troisième question. Le système CRISPR-Cas9 est un système de modification génétique de haute précision et dont le coût est faible comparé aux autres biotechnologies de modification génétique. Il a permis d'obtenir en 2 ans une nouvelle variété aux propriétés agronomiquement intéressantes. Cela conduit les chercheurs à envisager de recourir à des espèces sauvages
présentant des caractères d'intérêt pouvant être introduits rapidement et avec une certaine efficacité dans des variétés cultivées et productives. Mais la réciproque est aussi perçue comme viable. Introduire des caractères intéressants chez des espèces sauvages, les modifiant et les rendant cultivables. C'est d'ailleurs le cas de l'exemple que nous avons présenté. Actuellement, seuls des caractères sous le contrôle d'un gène ou d'un très petit nombre de gènes peut être ciblé, limitant l'extension de la technique. Donc voilà, à travers la production de variétés à l'aide de techniques de transgénèse et à travers le cas de CRISPR-Cas9, des ciseaux moléculaires au service de la création de nouvelles variétés, nous avons discuté de la problématique, à savoir quelles applications des biotechnologies permettent la création de nouvelles variétés. Nous avons donc compris que les biotechnologies et la création de nouveaux végétaux, on parle de création variétale, étaient bien assurées dans notre société et que cela posait également quelques problèmes, notamment quelques problèmes de santé dont on ne discutera pas aujourd'hui. À chacun son avis. Le cours est terminé. Merci. Certains cours, c'est pas toujours évident. Puis en plus, j'étais mal cadré, mais ça, on s'en moque. Voilà, très bon courage.